Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits marquants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 3e séance du Conseil des ministres. Et en Syrie, la malnutrition, l'ONU s'inquiète pour les habitants de Madaya. Voilà donc, c'était les titres. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la 3e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes ont été examinés et approuvés durant cette séance. Voici un premier extrait du compte-rendu du ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres a tenu sa 3e séance en ce mardi 19 janvier 2016. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question est relative à une communication sur le rapport d'évaluation du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le ministre des Affaires étrangères a présenté ce résumé du rapport pays qui sera soumis au Forum des chefs d'État africains par le président de la République dans quelques jours en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cet exercice d'auto-évaluation de la gouvernance politique, économique, sociale et celle des entreprises est d'abord un espace de dialogue, animé par une logique de narration et d'exploration. Djibouti a finalisé son rapport avec l'équipe pays qui avait visité notre pays en août 2015. Le Conseil a donc adopté ce rapport finalisé pour qu'il soit soumis au panel et au Forum des chefs d'État fin janvier 2016. La deuxième question concerne un projet de loi portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des chefs-lieux d'Alissabié, Arta, Dikil, Obok et Tajoura. Ces schémas directeurs ont pour objectif la création des conditions propres à favoriser un développement urbain cohérent et durable répondant aux exigences socio-économiques propres à chaque ville à court, moyen et long terme. Ces documents cadres d'orientation sont assortis de plans d'action fixant les modalités d'exécution, des objectifs et des orientations de développement retenus. Il propose en outre des stratégies de développement urbain durable prenant en compte les impacts des risques naturels et du changement climatique adaptés et réalistes permettant sa mise en œuvre effective. L'adhésion du plus grand nombre est indispensable au succès et à la pérennité des orientations proposées. Ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des chefs-lieux des régions ont été élaborés dans le cadre d'une approche concertée et participative. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un comité de pilotage du second projet de réduction de la pauvreté urbaine à Djibouti, Prépude 2. Le ministère de l'Habitat, en collaboration avec les institutions concernées, le premier projet de réduction de la pauvreté urbaine Prépude 1, qui a été piloté par ce même ministère de 2008 à 2014, a donné des résultats probants. Ce premier projet donc a été positif, notamment dans l'amélioration de l'accès aux infrastructures de base et aux services communautaires par la construction de 4 voies et leur drainage à l'intérieur et à l'extérieur du quartier 7. Pour améliorer l'impact du Prépude 1, le gouvernement a demandé l'assistance de la Banque mondiale qui a accordé le financement du deuxième projet Prépude 2 sous forme de crédit à hauteur de 930 millions de francs Djibouti pour l'amélioration donc des infrastructures, le renforcement des capacités institutionnelles et la participation citoyenne. Et lors du Conseil des ministres, plusieurs projets de finances ont été également examinés et approuvés. Écoutons à nouveau le compte-rendu du porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2010. Ces comptes s'établissent en produit à 41 823 333 francs Djibouti et en charge à 38 869 234 francs Djibouti avec un résultat net de 2 954 099 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade Al-Hajj Hassan Goulet d'Aptidon pour l'exercice 2010. Ces comptes financiers s'établissent en produit 42 873 645 et en charge à 45 971 340 francs Djibouti. Le résultat net est de 3 097 695 francs Djibouti. La sixième question est un projet de loi relatif
à l'approbation des comptes financiers définitifs toujours du stade Al-Hajj Hassan Bouled Aptidon pour l'exercice 2012. Ces comptes financiers s'établissent en produit à 42 348 000 francs Djibouti et en charge à 36 409 000 francs Djibouti pour un résultat net de 9 67 106 francs Djibouti. Cette question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers définitifs du stade toujours Al-Hajj Hassan Bouled Aptidon pour l'exercice 2013. Ces comptes financiers s'établissent en produit à 31 254 000 francs Djibouti et en charge à 43 854 678 francs Djibouti avec un résultat net déficitaire de 12 600 674 francs Djibouti. En fin de séance, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil sur sa mission de travail en France du 11 au 15 janvier 2016. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a fait rapport au Conseil de sa participation à la réunion extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel qui s'est tenue au Caire, en Égypte, le 10 janvier 2016. Et par ailleurs, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, mardi, en fin de matinée, un groupe de 3 jeunes Djiboutiens ayant sillonné l'ensemble du territoire national afin de s'enquérir de visu de la situation de leurs compatriotes de toutes les régions du pays, notamment de Bog, Tadjoura, d'Ali Sabid, d'Ikil, Arta et Djibouti, capitale et banlieue de Balbala, et de relever aussi leurs doléances en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Hamadou Mohamed Aramis, Mokhtar Mohamed Hussein et Zaid Saleh Abdallah sont les 3 jeunes Djiboutiens unis dans cette aventure purement patriotique où le but ultime consiste à faire remonter à la sphère décisionnelle de notre pays les aspirations profondes de l'ensemble du peuple djiboutien. Nous avons transcrit l'ensemble des doléances relevées auprès de toutes les régions dans un document intitulé Le Livre d'Or et remis au président de la République, a déclaré à la presse nationale le porte-parole du groupe Hamadou Mohamed Aramis. Politique. Et notre démarche ne nourrit aucune ambition politique. Elle se nourrit tout simplement de notre sincérité, de notre honnêteté. Vraiment, cheminement vers la démocratie participative. On fait écouter, transcrire les messages des populations rurales et urbaines sans censure. En nouvelle nationale toujours, le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, a publié hier la liste des 25 membres de son comité exécutif. Légèrement remodelée, cette liste a vu Ali Guelleh Aoubakar passer du poste de secrétaire général adjoint au poste de 2e vice-président du mouvement. Il est en charge des fédérations et devient la 3e personnalité du parti politique. Les teneurs du FRUD, dans le président Ali Mohamed Abdou, Ouboulé Kiflé Ahmed et Youssouf Moussa Dawale, ou bien Ibrahim Hamadou, porte-parole du FRUD, ont gardé leur ancien poste. On constate en outre une percée des femmes et des jeunes intellectuels. Le FRUD est l'une des plus importantes composantes de l'Union pour la majorité présidentielle, la coalition UMP. Cette coalition de 5 partis politiques soutient le renouvellement du mandat du chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, lors des prochaines élections présidentielle fixée pour le 8 avril prochain et pour laquelle se prépare activement toute la classe politique. Autre nouvelle du pays, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, et son bureau ont reçu ce matin une délégation du Bureau international du travail. La délégation du BIT, conduite par le docteur Momar Ndiaye, ainsi que de l'expert Franco Amato, était accompagné par Hassan Hamad Ibrahim, directeur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que de Ikram Awale, chef de service des normes du travail. Au cours de cet entretien avec le président du CNDH, il a été question des conventions signées par le gouvernement djiboutien dans le domaine du travail notamment. Le président du CNDH, Ali Mohamed Abdou, nous a accordé à la fin une interview dans laquelle il nous a expliqué l'objet de l'entretien qu'il a eu avec la délégation du Bureau international du travail. On l'écoute. Qui était accompagné par les employés du ministère du Travail. Nous avons discuté des normes du droit du travail à Djibouti, des différentes conventions que la République de Djibouti a signées et qu'ils ont soumis au niveau des BIT, et aussi des conventions qui restent à ratifier par la République de Djibouti concernant les conventions de l'OIT.
Donc notre discussion a été franche, cordiale et également nous avons répondu à des questions concernant les normes du travail à Djibouti, concernant le trafic des êtres humains, comment la République de Djibouti a mis en œuvre cette loi, s'il y a eu des condamnations, s'il y a eu des poursuites qui ont été engagées. Et ces experts, ma foi, visiteront d'autres institutions comme le ministère de la Justice, le parquet, l'Assemblée nationale où les lois sont ratifiées, et ils vont avoir une masse de données qui vont pouvoir consigner dans un rapport, et pour que le droit du travail à Djibouti, les conventions que la République de Djibouti et une mise en œuvre conséquente et répondant aux normes du droit international. Appui aux pêcheurs d'Obok et aux réfugiés yéménites. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en appui avec la préfecture d'Obok, a distribué hier du matériel de pêche aux pêcheurs obokois et réfugiés yéménites dans le cadre d'un programme intitulé « Programme d'assistance d'urgence pour sécuriser des populations des réfugiés du Yémen et leurs hôtes ». Du matériel de pêche dans des filets de pêche, des hameçons, des kits éperviers et lignes de pêche à la palangre, ainsi que d'autres instruments dans des glacières ont été distribués à quelques 300 personnes. Ces dernières étaient regroupées en plusieurs associations, les pêcheurs de Vokville, de Godoria, de Korangar et autres. Cette initiative a été prise avec le soutien du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche, chargé des ressources halieutiques, et l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Financé par la FAO, ce projet vise à apporter une assistance d'urgence afin de sécuriser les moyens d'existence des populations venues du Yémen et de leurs hôtes, afin que les réfugiés ne soient pas totalement dépendants des aides extérieures. Ça a permis de financer cette lot de matériel destiné aux pêcheurs d'Obok. C'est avec la politique du président de la République que le ministre a sollicité ce lot à cet organisme. En nouvelle nationale toujours, la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie entretiennent des relations de coopération et d'amitié de longue date. 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer djibouto-éthiopien, la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant les deux capitales éthiopiennes et djiboutiennes renforcera davantage l'intégration économique et commerciale entre les deux pays. Addis Abeba abrite une petite communauté djiboutienne qui comprend des entrepreneurs et des étudiants. Quelques 26 d'entre eux suivent une formation d'ingénierie civile à la faculté de technologie d'Addis Abeba University. Le ministère des Transports djiboutien a initié cette formation de ces jeunes djiboutiens qui vont à terme contribuer à la qualité des moyens de transport. Et au cours de notre séjour à Addis Abeba, notre équipe sur place a également rendu visite aux futurs ingénieurs djiboutiens. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire signé Aïcha Abdullahi Elmi. Le 11 janvier 2015, journée historique où s'achevaient les travaux de pose des rails du tronçon Galilée-Nagad. 2 ans exactement après avoir posé la première pierre sur ce même site, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également parrainé l'achèvement des travaux de pose des rails sur le tronçon Galilée-Nagad. Étape charnière qui parachève la première phase des travaux de construction de la nouvelle ligne de chemin de fer longue de 756 km dont 82 km sur le territoire national. La construction de ce nouveau chemin de fer intervient 23 ans après l'arrêt définitif du chemin de fer djibouto-éthiopien en raison de sa vétusté après plus de 90 ans de service. La renaissance du train concrétise un projet d'intérêt majeur pour les ambitions stratégiques de Djibouti, désireux de se positionner comme un hub régional et une plateforme d'échange et de distribution des biens et des marchandises. C'est bien une ambition chinoise qui s'exprime aussi à travers ce projet. La China Civil Engineering Construction Corporation mène les travaux et la banque d'import-export Exim Bank les finance à hauteur de 4 milliards de dollars. Opérationnelle d'ici cette année 2016, cette nouvelle ligne ferroviaire se veut être l'une des étapes clés de l'intégration économique et commerciale entre les deux pays.
Quelques 1500 emplois directs ont vu le jour depuis le lancement des travaux de construction. Et le double est prévu une fois que le train va entrer en service, c'est ce qu'a affirmé le ministre djiboutien des Transports et de l'Équipement, Moussa Ahmed Hassan. Le président Guelleh, qui est monté à bord du premier convoi d'essai sur la ligne de ce chemin de fer encore en chantier, a souligné le caractère symbolique de la pose de ces nouveaux rails qui consolident les relations historiques et le renforcement de l'intégration des deux économies. Ces nouveaux wagons devraient transporter en une seule fois 3500 tonnes de marchandises en provenance du port de Doralé, un équivalent de 100 camions transportant actuellement les marchandises vers l'Éthiopie. Ce qui accélère les flux de marchandises, activité vitale pour ce pays. Sa mise en service devrait générer plus d'emplois et relancer les activités socio-économiques. Et pour le bon fonctionnement de ces nouvelles lignes de chemin de fer, quelques 26 agents, ingénieurs et techniciens supérieurs de la société djiboutienne de chemin de fer suivent une formation accélérée. Ces futurs cadres et agents sont formés à la faculté de technologie d'Addis Abeba pour s'enquérir des compétences nécessaires en vue de l'exploitation imminente de la future ligne de chemin de fer. Le transport ferroviaire illustre bel et bien l'excellence des relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est dans ce sens qu'une trentaine des Djiboutiens installés ici dans la capitale éthiopienne suivent diverses formations, plus précisément dans le domaine du transport ferroviaire. Voici d'ailleurs quelques réactions que nous avons pu recueillir. Je m'appelle Khaira Mohamed Ali. Vous êtes la première promotion de ingénierie au ferroviaire et spécialité génie civil. Envoyé par le ministère des Transports et des Infrastructures. Alors, quels sont les défis à relever après cette formation? Les défis, d'abord, c'est une formation en ingénierie. Donc, dans l'ingénierie, il n'y a pas manque de défis. Donc, nous assistons à des projets d'ingénierie dans les terrains, dans les locaux de l'université. Et il y a pas mal. En même temps, on écrit notre mémoire des fins d'année, des fins d'études. L'objectif, forcément, c'est de développer le transport entre Djibouti et ferroviaire entre Djibouti et Éthiopie et promouvoir la relation économique entre les deux pays. Pour la première promotion, ça fait combien d'années déjà que vous êtes là? Nous sommes là pendant des années. Nous avons presque terminé, il nous reste que 3 mois. Le temps de finaliser la mémoire des fins d'études. Et la deuxième promotion, il lui reste 1 an. Avec une vitesse de 120 km/h, ce train permettra de réduire à moins de 10 heures la durée du trajet entre Djibouti et Addis Abeba, qui dure actuellement près de 2 jours par la voie routière. Le futur corridor ferroviaire comptera une vingtaine de gares abritant des centres commerciaux et des magasins divers. En sport, pour clore l'actualité nationale, la fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu a fait hier après-midi au stade Gouled une séance de démonstration et d'entraînement de masse de cette pratique qui a regroupé plus de 120 jeunes au total. Ceci est organisé par le professeur et maître de cet art martial, Mohamed Ali Omar alias Mao, ceinture noire et 5e degré, expert national de Kung Fu Wushu, et aussi le directeur technique de la fédération, Hassan Ali Loïta. La fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu compte par ailleurs inviter à Addis Abeba les instructeurs de la fédération éthiopienne qui vont présenter avec la fédération djiboutienne de Kung Fu Wushu. Et rappelons que cette dernière a organisé cette séance de démonstration pour détecter les meilleurs pour qu'ils participent à une grande démonstration qui va regrouper plus de 300 jeunes à l'échelle nationale. Et rappelons aussi que ce sport est très pratiqué à Djibouti et le nombre des adeptes ou des disciples qui s'inscrivent augmente de jour en jour.
Et passons à présent à l'actualité internationale. Entre 14 et 15 millions d'Africains seront exposés cette année à la famine. Selon un communiqué de l'ONU publié hier, 14 à 15 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe et dans les pays de la Corne de l'Afrique suite à la grave sécheresse qui affecte les récoltes de la région depuis plusieurs mois. Commentaire de Ladan Assoué. Le nombre de personnes qui n'auront pas suffisamment de nourriture pourrait augmenter dans les prochains mois en Afrique australe, alors que la région va entrer dans la saison sèche et que les stocks de nourriture sont extraordinairement bas. C'est ce qu'affirme le Programme alimentaire mondial. La maigre récolte de l'an dernier, suivie par une grave sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño, rend les prévisions alarmantes, poursuit l'agence onusienne. Le Malawi fait partie des pays les plus touchés par ce manque de pluie, avec plus de 2 millions de personnes menacées par la faim. Devant Madagascar, 1,9 million et le Zimbabwe, 1,5 million, où la récolte de l'an dernier n'a atteint que la moitié de celle de l'année précédente. Selon le PAM, les prix des denrées ont aussi augmenté dans la région, celui du maïs ayant par exemple bondi de 73% par rapport à son prix moyen. La semaine dernière, l'Afrique du Sud, qui fournit une grande partie de céréales de la région, a annoncé qu'elle allait devoir importer 6 millions de tonnes de maïs, soit la moitié de la récolte annuelle habituelle pour faire face à la pire sécheresse. Et enfin, en Syrie, la malnutrition menace de mort des centaines de personnes. L'ONU s'inquiète pour les habitants de Madaya. 5 personnes sont mortes de faim au cours de la semaine écoulée à Madaya, ville de Syrie assiégée depuis des mois par les forces pro-gouvernementales, où un biscuit se vend 15 $ et le lait pour nourrissons 313 $ le kilo, selon un rapport de l'ONU. Le point dans cette séquence est un commentaire de Hamza Mohamed. Depuis un mois, la malnutrition a fait 32 morts parmi les 42 000 habitants de ces localités situées près de la frontière libanaise dans le sud-ouest de la Syrie. D'après les organisations d'aide locales, 2 convois humanitaires ont pu y pénétrer la semaine dernière. Jeudi dernier, le secrétaire général de l'ONU a accusé les belligérants, en particulier les forces fidèles à Bachar al-Assad, de se livrer à des actes atroces aux dépens des civils. L'armée et les milices qui lui prêtent main forte encerclent la Madaya depuis juillet. Les djihadistes de l'État islamique ont progressé hier au détriment des forces gouvernementales syriennes près de la ville de Deir ez-Zor. Cette organisation proche de l'opposition dit n'avoir aucune nouvelle du sort de plus de 400 personnes qui auraient été enlevées samedi dernier lors de l'attaque des quartiers de la ville tenus par les gouvernementaux. La presse officielle syrienne n'a pas fait mention d'enlèvement. Les combats d'hier marquaient la 3e journée de l'offensive de l'État islamique contre les villes d'Ayash et de Beglia, situées au nord-ouest de Deir ez-Zor. Des sources proches du régime syrien indiquaient que l'armée syrienne avait repoussé les attaques, mais que les djihadistes poursuivaient leur offensive. Voilà donc, c'est ainsi que prend fin cette édition. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le focus de cet après-midi avec Idriss Adoita. Donc merci de nous rejoindre à nouveau pour ce focus avec Idriss Adoita. Bonjour Idriss. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 sujets importants. Le premier, il s'agit bien sûr des frappes et des attentats qui ont eu lieu à Peshawar, notamment au Pakistan. Et l'autre, la première fleur qui a poussé dans l'espace. Mais d'abord, nous allons revenir à l'espace. Mais parlez-nous d'abord des attentats qui se déroulent aujourd'hui même au Pakistan. Oui, effectivement, au moins 9 personnes ont été tuées dans un attentat suicide sur un marché mardi ce matin, à l'heure de pointe, à la périphérie de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe a explosé près d'une route embouteillée dans le district de Wazirdan, juste à l'extérieur de la ville. Cette route relie Peshawar à la zone tribale de Khyber. Un responsable au sein de l'administration de Khyber, Ismatullah, a déclaré à l'AFP que l'attentat avait fait 9 morts et au moins 35 blessés. Un porte-parole du complexe médical de Hayat al-Bad, Tawhid Zulfiqar, a précisé qu'un enfant de 7 ans avait été tué et que 6 des blessés étaient dans un état grave. Selon Ismatullah, l'attentat suicide semble viser un responsable de la police dans les zones tribales et ses collègues dans un marché en bordure, la police dans les zones tribales et ses collègues dans un marché en bordure des routes. Khyber est l'un des 7 districts tribaux du Pakistan.
situées à la frontière avec l'Afghanistan. Ces régions montagneuses est abordées ont longtemps été les fiefs d'extrémistes recherchés liés à Al-Qaïda ou aux talibans. Islamabad, qui a lancé en 2014 une offensive militaire, assure avoir tué des milliers d'extrémistes et de nombreux autres se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière avec l'Afghanistan, entraînant une amélioration de la sécurité au Pakistan. Néanmoins, des groupes associés au mouvement des talibans pakistanais, les talibans, mènent occasionnellement des attaques à partir des bases en Afghanistan. Donc voilà, c'était pour les attentats qui se déroulent au Pakistan. Mais pour le second sujet, l'astronaute qui a ramené la vidéo ou les images de la première fleur qui a poussé dans l'espace, comment est-ce possible? Oui, effectivement, l'astronaute américain Scott Kelly a indiqué sur son Twitter qu'un zinnia cultivé dans la Station spatiale internationale a fleuri, donnant naissance à la première fleur de l'espace. Les zinnias poussent très facilement sur la Terre et fleurissent abondamment pendant l'été. Mais ces plantes, apportées dans l'avant-poste orbital pour effectuer des expériences, ont apparemment eu des difficultés à s'adapter à la microgravité. Selon la NASA, plusieurs de ces zinnias paraissaient mal en point en décembre après l'apparition des moisissures sur leurs feuilles à cause de la forte humidité. Mais elles semblent se ressaisir grâce aux soins de Scott Kelly. La culture de ces fleurs fait partie d'un projet plus étendu de la NASA appelé VEGI, visant à faire pousser des plantes dans l'espace pour produire de la nourriture dans la perspective de leur mission habiter vers Mars, une autonomie qui sera un complément important pour la survie des astronautes, explique l'agence spatiale. Et les membres d'équipage de la station ont déjà récolté avec succès de l'étui dont ils ont consommé les premières feuilles en 2015 et espèrent produire des tomates d'ici l'année prochaine. Le système de culture des salades et d'autres végétaux a été installé dans la station spatiale mi-2014. Ces plantes sont cultivées par hydroponie, c'est-à-dire sans terre dans une solution d'eau et de nutriments. Ces systèmes requièrent nettement moins d'eau et d'engrais et les plantes poussent 3 fois plus vite que dans les sols, selon la NASA. Scott Kelly est devenu en octobre dernier l'Américain qui a passé la plus longue période en continu dans l'espace, soit plus de 10 mois à bord de l'ISS où il doit rester 1 an au total jusqu'à 3 mars. Normalement, les équipages de l'ISS formaient de 6 astronautes se relaient tous les 5 ou 6 mois pour assurer une présence continue dans l'avant-poste orbital. Merci donc Idriss pour toutes ces précisions. Donc vous le savez, mesdames et messieurs, des fleurs et des laitues et des jardins poussent à peu près partout dans l'espace. Donc merci Idriss et très bon après-midi à toutes et à tous et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.